la une de l'actualité, le projet de loi portant statut de l'opposition adopté hier en Conseil des ministres. Autre décision, l'organisation d'un référendum avant la fin de l'année. La synthèse de ce Conseil dans ce 13h. Dans l'actualité également, la journée mondiale de la santé. L'édition 2016 est consacrée au diabète. En 36 ans, le nombre de diabétiques a quadruplé dans le monde. L'OMS tire la sonnette d'alarme. Le gouvernement ivoirien met l'accent sur la sensibilisation pour vaincre la maladie en Côte d'Ivoire. Au Bénin, Patrice Talon a pris officiellement hier les rênes du Bénin. Hier également, le nouveau président béninois a présenté son premier gouvernement constitué de 21 ministres sans premier ministre. Bonjour, bonjour à tous. Le projet de loi portant statut de l'opposition adopté hier. À cela, il faut ajouter celui relatif à l'organisation d'un référendum avant la fin de l'année. Ce sont là quelques-unes des grandes décisions prises hier par le gouvernement au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu au palais présidentiel. La synthèse avec Awa Touré. L'opposition ivoirienne aura désormais un chef. C'est l'une des grandes décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 6 avril, présidé par le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil a ainsi défini les règles et procédures de désignation de ce chef. Le premier projet de loi porte sur le statut de l'opposition politique. Ce projet de loi définit le cadre légal d'exercice des partis et groupements politiques et il institue un chef de l'opposition et fixe les règles et procédures qui permettent de désigner ce chef de l'opposition. En l'occurrence, le chef de l'opposition sera le candidat ou le chef du parti ou groupement politique arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. Donc le chef de l'opposition, en quelque sorte, est désigné par le suffrage universel, puisque c'est celui qui arrive immédiatement après celui qui est élu président de la République. Ce projet de loi donc va consolider la démocratie en cours en Côte d'Ivoire, renforcer le rôle des partis, se réclamant de l'opposition dans la construction de l'unité nationale et dans la cohésion nationale. Le référendum annoncé par le président de la République est en préparation. Un projet de loi organique relatif à l'organisation de cette consultation populaire va être soumis à l'Assemblée nationale. Le code électoral en vigueur dans notre pays ne prévoit pas l'organisation d'un référendum. Donc, pour permettre l'organisation de ce référendum, il y a lieu de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi organique. Une loi organique a l'effet de déterminer les modalités de la tenue de ce référendum. Et ces modalités, c'est par exemple la définition du collège électoral, c'est les conditions de tenue de la campagne, c'est les opérations de vote, les conditions de proclamation du résultat. Le Conseil des ministres a par ailleurs déploré les violents affrontements survenus à Bouna et qui ont causé de nombreuses pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Face à cette situation, le gouvernement a renforcé les mesures sécuritaires dans la région avec le déploiement dès les premiers jours de 1037 éléments des forces de défense et de sécurité. Des médicaments de première nécessité, des vivres et des non-vivres ont été convoyés sur place. Une mission gouvernementale a également été menée dans la région dès le début de la crise avec l'objectif d'apaiser la situation, ramener la cohésion sociale et en même temps apporter la compassion et le réconfort de la nation aux familles des disparus et des blessés. Au terme de la dernière mission gouvernementale, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le roi de Bouna, tous les chefs de communauté ainsi que les cadres et élus se sont fermement engagés à tout mettre en œuvre pour amener le calme et la paix dans cette région. Un séminaire interministériel est également prévu. Il se tiendra le 27 avril prochain et il aura pour objectif de réfléchir aux moyens de prévention et apporter une réponse globale, une réponse nationale au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Le Conseil, au titre des communications, a annoncé la participation de la Côte d'Ivoire à deux importants rendez-vous, notamment le 13e forum de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul en Turquie et le forum des marchés émergents à Paris.
Et après le Conseil, le président a eu des audiences. Le chef de l'État a échangé avec le président directeur général du groupe ADOA. Les échanges ont porté sur les investissements de ce groupe en Côte d'Ivoire, notamment dans le domaine de la cimenterie. Mahamadou Traoré et Awa Touré. En Côte d'Ivoire, le groupe ADOA est présent dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. De 2011 à aujourd'hui, le groupe marocain a investi 80 milliards de francs CFA, selon son président directeur général, Anas Sefrioui. Reçu ce mercredi par le président de la République Alassane Ouattara, il a annoncé la volonté de son groupe d'accroître ses activités en Côte d'Ivoire. Nous allons lancer un deuxième projet à San Pedro, donc une cimenterie de San Pedro de 1 million de tonnes, ce qui amènera le groupe à une capacité de production de ciment de 2 millions de tonnes. Et donc l'usine sera opérationnelle de San Pedro maximum fin 2017. Par la même occasion, nous lui avons parlé de l'usine que nous avons installée, une sacherie pour alimenter l'ensemble des usines de Côte d'Ivoire et la région. Donc c'est une usine qui a une capacité de 100 millions de sacs, une des plus grandes usines, je dirais, de pays d'Afrique et même du Moyen-Orient. Les investissements aujourd'hui tournent autour de 80 milliards de francs CFA et 15% des investissements sont prévus pour l'environnement. Nous nous sentons chez nous en Côte d'Ivoire. Fort de cette hospitalité, Anas Sefrioui fait la promotion de la destination Côte d'Ivoire auprès des patrons marocains. Chaque fois qu'un ami ou un confrère marocain me pose la question où je dois investir en Afrique, je recommande la Côte d'Ivoire. La présence du groupe ADOA en Côte d'Ivoire illustre la politique de coopération sud-sud menée par le Royaume du Maroc ces dernières années. Une politique qui lui vaut d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Deuxième audience du chef de l'État, c'est celle accordée au sous-secrétaire d'État britannique, ministre pour l'Afrique, les territoires d'outre-mer et les Caraïbes. Il est venu féliciter la Côte d'Ivoire pour avoir réalisé une bonne croissance malgré les différentes crises qui ont secoué le pays. La Grande-Bretagne entend ainsi renforcer ses relations avec la Côte d'Ivoire, nous dit Abiba Dambélé-Sawi. La Grande-Bretagne ne compte pas être en marge de l'élan de développement économique pris par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Le pays ambitionne pour ce faire de diversifier ses investissements en Côte d'Ivoire. En visite à Abidjan, James Doudridge, le sous-secrétaire d'État, ministre pour l'Afrique, les territoires d'outre-mer et les Caraïbes du gouvernement britannique, est venu le signifier au président Alassane Ouattara. J'ai échangé avec Monsieur le Président de la République sur des différents sujets. Généralement, nous étions dans le domaine du pétrole et du gaz, mais à présent, nous souhaiterons développer nos activités dans d'autres domaines, les nouvelles technologies telles que l'Internet, les télécoms. La Côte d'Ivoire a une expertise ainsi que la Grande-Bretagne et nous pourrons aussi échanger dans ce domaine-là. James Doudridge connaît bien la Côte d'Ivoire. Il y a passé une dizaine d'années en tant que haut responsable d'une banque de la place. Il se dit très impressionné par les récentes performances économiques du pays. Parlons maintenant de la 29e conférence régionale de la FAO. Après les travaux des experts, place à la rencontre des ministres ce jeudi. Les ministres en charge de l'agriculture de l'Afrique vont examiner les conclusions des experts. Objectif, donner les moyens à l'Afrique de lutter contre la faim et réduire la pauvreté. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État, a présidé donc ce jeudi la cérémonie d'ouverture solennelle de cette 29e conférence de la FAO à Abidjan. Daniel Kablan-Duncan a donc souligné la pertinence du thème par rapport à l'éradication de la faim et à la réduction de la pauvreté. Nous vous proposons un extrait de son discours. Il s'agirait alors d'assurer une cohérence et une complémentarité des interventions, aussi bien privées que publiques, de manière à répondre efficacement aux besoins de développement de nos populations. Les interventions publiques, me semble-t-il, cibleront en premier lieu les infrastructures de production, mais aussi les infrastructures de commercialisation et de conditionnement. On peut parler dans ce cas d'agropoles ou de zones franches. L'objectif étant à terme de créer les conditions favorables
pour amorcer la construction d'une agro-industrie par l'intégration verticale et horizontale des moyens pour créer les conditions idoines afin de permettre au secteur privé de contribuer de plus en plus au développement du secteur rural dans notre pays. C'était là un extrait du discours du Premier ministre à l'ouverture officielle des assises de la FAO. Alors, cette préoccupation, quels sont les enjeux de cette 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique qui a débuté le 4 avril 2016 à Abidjan? Élément de réponse avec Noël Niagno. Après la rencontre de la société civile du 1er avril et celle des hauts fonctionnaires et experts du monde agricole d'Afrique et du reste du monde du 4 au 6 avril, c'est au tour des politiques, les ministres en charge des questions agricoles de prendre le relais dès ce jeudi 7 avril. La Côte d'Ivoire, pays hôte la 29e conférence régionale pour l'Afrique de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, vient à cette rencontre avec des semences sur la table des échanges. Il appartiendra à l'ensemble des politiques présents à en saisir toute la quintessence, à les améliorer, à les certifier pour résoudre efficacement les questions agricoles en Afrique. Il s'agit du Programme national d'investissement agricole, PNIA, et les réformes des secteurs café-cacao et coton-anacarde avec comme incidence la croissance tirée par ces produits phares. Pour le PNIA, 1301 milliards ont été mobilisés en 3 ans, soit 64% du coût total du projet. Des emplois générés, 1 272 722, avec un impact en milieu rural. Au niveau des produits de rente, grâce aux réformes des secteurs café-cacao et coton-anacarde, les productions ont connu une hausse de 9% pour les cultures de rente et 8% pour les cultures vivrières. Quant aux revenus générés, ils sont de l'ordre de 2501 milliards de francs CFA pour les cultures de rente et 3154 milliards pour les cultures vivrières. Les bémols, le vieillissement du verger et des paysans producteurs, les effets résilients du changement climatique. Recevoir pour la 3e fois la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique avec des arguments de cette nature donne du contenu au slogan « La Côte d'Ivoire est la locomotive agricole sous-régionale ». Et rappelons que la 29e conférence de la FAO à Abidjan s'est ouverte officiellement ce jeudi en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État. Ce soir, notre reporter Noël Niagno reviendra largement sur ces assises de la FAO. En économie, l'État a mis en place un certain nombre de réformes avec des effets immédiats en vue d'améliorer l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Ces réformes qui portent sur 5 indicateurs du Doing Business ont été présentées par le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire au cours d'un déjeuner débat. Reportage, Christelle Nda, commentaire, Francis Boifo. Plus besoin de passer chez le notaire pour la création de toute société commerciale, sauf pour la société anonyme et la société par action simplifiée. La déclaration notariée de souscription et de versement, DNSV, est remplacée par la déclaration de souscription et de versement, DSV, délivrée par le guichet unique du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI. À cela s'ajoute l'institutionnalisation d'un formulaire unique de déclaration et de paiement des impôts qui vise à réduire la charge administrative. Ces mesures font partie des nouvelles réformes initiées par l'État pour améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire. Après la présentation des nouvelles mesures, le directeur général du CPICI a mis l'accent sur 3 autres réformes en cours, notamment la création du guichet unique du permis de construire. L'idée étant de pouvoir permettre désormais à tous les demandeurs de permis de construire d'éviter de faire le parcours du combattant et d'avoir la nécessaire lieu et recevoir donc son permis de construire. Des réformes saluées par les chefs d'entreprise. Avec les 2 ans de sursis qu'on leur accorde, je crois que personne ne devrait plus hésiter à créer une entreprise. Et ça va aider à la résorption du chômage. On espère que dans quelques semaines, nous allons déménager dans le nouveau guichet unique du permis de construire, où imaginez que ce qu'on avait 3 mois, 1 an après, on pourra les avoir en 21 jours. Toutes ces réformes entreprises par l'État ont permis la création de 72% d'entreprises à la fin du mois de février 2016. Une dynamique qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Vision qui vise à permettre à la Côte d'Ivoire
d'améliorer son rang dans les pays réformateurs au monde. L'actualité, c'est aussi la journée mondiale de la santé, le diabète au centre de l'édition 2016. Thème choisi, soyez plus fort que le diabète. Hier, l'OMS a publié son premier rapport sur le diabète, véritable fléau mondial. Près de 422 millions de personnes touchées dans le monde. Depuis 1980, le nombre de diabétiques a pratiquement quadruplé dans le monde. En Côte d'Ivoire, le gouvernement invite tous les acteurs de la santé et les populations à s'unir pour vaincre la maladie, nous dit Doigt de Laser. Ce pied amputé est la conséquence du diabète, une maladie chronique due au manque d'insuline dans l'organisme humain. En 2015, environ 422 millions de personnes ont été victimes de cette maladie handicapante, selon la Fédération internationale du diabète. 5 millions parmi elles ont perdu la vie suite à des complications. L'éradication du diabète dans le monde est donc un enjeu important pour les acteurs de la santé publique. La Journée mondiale de la santé célébrée le 7 avril de chaque année est l'occasion d'intensifier la lutte contre cette pandémie. En réponse à cette menace, l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures appropriées, parmi lesquelles l'on note la subvention du coût du flacon de l'insuline qui est passé de 16 800 francs CFA à 7 340 francs CFA en officine privée et 3 700 francs CFA dans le public. Le gouvernement s'engage à poursuivre ses efforts dans la lutte contre toutes les maladies, particulièrement le diabète. Pour éviter le diabète, plusieurs facteurs doivent être pris en compte, selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le gouvernement ivoirien voudrait profiter de la célébration de cette journée pour rappeler aux populations que rien ne vaut une excellente santé. Pour ce faire, une bonne hygiène alimentaire et équilibrée est recommandée, y compris un environnement sain et propre dans lequel aucune maladie infectieuse ne doit prospérer. D'ici à 2040, l'Organisation mondiale de la santé prévoit 642 millions de diabétiques dans le monde. Une progression considérable qui devra être freinée par des actions de sensibilisation et de dépistage gratuits en vue de la prévention de la maladie. Toujours en santé, cet atelier de formation à l'endroit de 70 jeunes dans les locaux de l'AIBF à Treichville, c'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse en collaboration avec l'AIBF, l'Agence ivoirienne pour le bien-être familial et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Il s'agissait de former ces jeunes gens pour qu'ils servent de relais dans la lutte contre le VIH-Sida et les grossesses précoces, nous dit Emma Niamien. Ils sont au nombre de 70 et ils sont issus des organisations civiles de jeunesse. À cet atelier dit de formation des éducateurs de paix en compétences de vie courante, ils devront apprendre à être de véritables relais dans la sensibilisation contre le VIH-Sida et les grossesses non désirées. Que les informations qu'ils ont soient mises en application afin de ne pas contracter le VIH et certains fléaux au niveau de la société, afin d'avoir une vie saine. Cette formation initiée par le ministère en charge de la promotion de la jeunesse vise à placer la jeunesse ivoirienne au centre du processus de développement. Un accent particulier est mis sur les compétences pour faire face aux défis de la vie en matière de santé, en matière d'emploi et en matière d'éducation. L'AIBF, l'Agence ivoirienne pour le bien-être familial, et l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, apportent aussi leur expertise. Une expertise que les apprenants entendent bien en profiter. Je ne savais pas que par le premier liquide, disons, la première sécrétion pouvait avoir le VIH-Sida. Je sais qu'avec cette formation, je vais mieux convaincre les jeunes à éviter les comportements à risque. Pour les 2 premiers jours, ils sont 70, mais à long terme, ce sont 700 jeunes qui seront formés pour la cause. Les populations d'ici à sensibiliser sur les produits à consommer, c'était à la faveur de la Journée mondiale des droits du consommateur. Il a été question au cours de cette rencontre d'interpeller la population sur les dangers que comporte la consommation de la viande de brousse. Honorine Aingori. La question de la santé du consommateur est la priorité de la Fédération nationale des associations des consommateurs de Côte d'Ivoire, FACI. Une conférence sur le thème « Plus d'antibiotiques au menu »
a été organisée dans ce sens récemment à Issia. Car au dire du sous-préfet central du département d'Issia, Mamadou Koulibaly, le premier ennemi de l'homme est ce qu'il mange. Pour lui, les antibiotiques sont devenus un véritable problème de santé pour les populations. Pour remédier à ce problème, les responsables de cette fédération estiment que défendre les droits des consommateurs est primordial. C'est pourquoi ils lancent un appel aux éleveurs à surveiller l'utilisation des antibiotiques. Et pour cause, les résidus d'antibiotiques dans la viande affectent la santé humaine. Le docteur Bénédicte Touali est quant à elle revenu sur les actions à mener par l'État de Côte d'Ivoire pour défendre le consommateur ivoirien face à la montée de l'utilisation des antibiotiques dans l'élevage. Dans le domaine de l'environnement, la Côte d'Ivoire risque de perdre ses dernières forêts d'ici une vingtaine d'années. Le taux de dégradation des forêts et des aires protégées est passé de 18% à 40%. La situation est donc inquiétante. Il est temps de passer, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à la mise en œuvre du programme de lutte contre la dégradation du patrimoine ivoirien. Félix Amani et Abou Sanogo pour plus de détails. Par le secrétariat exécutif et permanent du mécanisme RED+, réduction des gaz à effet de serre, due à la déforestation avec les interprofessions des principales filières agricoles, notamment le Conseil Café-Cacao, l'Association des interprofessions de la filière palmier à huile, l'Association des professionnels de caoutchouc naturel et Office national de développement du riz, afin de réaliser l'objectif agriculture zéro déforestation, à savoir le découplage entre la production agricole et la déforestation. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit cette signature de convention entre la RED+ et les interprofessions DVA et palmier à huile afin d'assurer une mise en œuvre effective de la politique zéro déforestation. Si nous faisons une agriculture responsable et nous suivons les itinéraires techniques, vous allez voir qu'on va augmenter la production sans toucher la forêt. Nous essayons chaque jour de leur répéter les itinéraires techniques, les bonnes pratiques pour une agriculture rentable. Des 16 millions d'hectares de forêt dont disposait la Côte d'Ivoire à l'indépendance, il en reste aujourd'hui moins de 3 millions d'hectares. Cette déforestation spectaculaire contribue à perturber le régime des pluies, limitant ainsi la productivité agricole. Vous avez constaté que cette année, il a fait beaucoup chaud. Il y a eu beaucoup de sécheresse à l'intérieur du pays et les productions agricoles ont pris un coup. Et donc, Monsieur le ministre de l'Environnement, depuis 2013, nous a instruit de renforcer le dialogue avec les filières agricoles. La mise en exécution de cette convention entre la RED+, les acteurs des secteurs EVA et palmier à huile a pour objectif d'aboutir à une agriculture zéro déforestation en Côte d'Ivoire. Objectif prioritaire du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Au chapitre éducation, la ministre de l'Éducation nationale était dans un village de Sakassou pour inaugurer une école primaire construite par les cadres de ce village. La construction de cette école est la matérialisation de l'entente qui règne entre les populations du village. Emma Niamien. L'exemple de ces deux villages de la localité de Sakassou doit faire école. Pour favoriser leur développement, Sando et Kahankro ont décidé de fusionner pour s'appeler désormais Alagira Anoise-Kro. Pour matérialiser cette volonté de vivre en harmonie et dans une parfaite entente, les fils et filles du village ont décidé de la construction de cette école primaire, baptisée du nom de Conan Noël Pémon, un fils du village artisan de cette œuvre aujourd'hui décédé. C'est l'expression de cette cohésion qui a motivé la ministre de l'Éducation nationale à effectuer elle-même le déplacement pour l'inauguration de l'école. Ce qui me réjouit le plus, c'est de voir l'entente, l'union, la fraternité entre ces populations. Je voudrais les encourager à poursuivre. Je voudrais leur demander de continuer de soutenir les enseignants et tous ceux qui s'occupent de l'école ici. Kandia Kamara a profité de l'occasion pour exhorter les populations à la scolarisation de leurs enfants afin de leur donner la chance d'être aussi des hautes personnalités du pays. Outre l'inauguration de l'école primaire, la ministre de l'Éducation nationale a aussi procédé à la mise sous tension du village. Les populations ont traduit leur reconnaissance à la ministre de l'Éducation nationale pour sa présence effective à cette double cérémonie et aussi pour ses actions en faveur de l'école ivoirienne. Entre autres, le projet de l'école obligatoire, la construction de plusieurs écoles primaires dans toutes les régions du pays et l'ouverture des collèges de proximité.
En 2 ans d'activité, le Conseil régional du Bafing a entrepris plusieurs actions de développement telles que la construction de centres de santé, d'établissements scolaires, l'électrification de plusieurs villages. Pour cette année 2016, le Conseil régional a décidé de concentrer ses efforts sur le secteur de l'éducation pour faire de l'école obligatoire une réalité dans le Bafing. Gabriel Zani. 750 millions de francs CFA, c'est cette somme que le Conseil régional du Bafing entend investir dans la construction et la réhabilitation d'établissements scolaires pour améliorer durablement les conditions des élèves et des enseignants dans cette région. Déjà, 30 écoles ont été construites dans les 3 départements du Bafing, à savoir Touba, Koro et Ouanninou. Le président du Conseil régional, Diomandé Lassina, a remis récemment les clés de plusieurs écoles, invitant les populations de ces localités à envoyer et surtout à maintenir les enfants à l'école. Le conseil régional a procédé également à la pose de la première pierre de plusieurs écoles pour renforcer l'existant. Hormis l'éducation, le conseil régional du Bafing a électrifié 24 villages grâce au programme présidentiel d'urgence et entrepris le reprofilage de voies. Des efforts sont aussi prévus pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable ainsi qu'aux soins de santé par la construction de nouveaux centres de santé. Pour mettre fin au conflit intercommunautaire après les ressortissants Malinké, Koulango, c'est maintenant le tour des lobbies d'appeler au calme et à la retenue. Les cadres et associations lobbies se sont donné rendez-vous pour prôner la paix. Regardez. Comment réinstaurer la paix à Bouna afin que la ville amorce son développement? Cadres et associations lobby veulent tourner la page sombre de leur histoire. Avec le concours des communautés Malinké et Koulango, ils entendent reprendre le développement du Bunkani là où il s'était arrêté. Nous sommes condamnés à cultiver l'esprit de vivre ensemble. Parce que c'est la seule façon pour nous de pouvoir développer, de pouvoir assurer à nos enfants un avenir radieux. Aujourd'hui, écoles et commerces ont rouvert. Bouna renaît peu à peu à la grande satisfaction des ressortissants lobby. Ils témoignent leur gratitude à tous ceux qui les ont soutenus dans cette épreuve. Depuis le déclenchement de la crise, des appels et les gestes de compassion à l'endroit des victimes se sont multipliés. Les cadres des différentes communautés se sont rendus dans le Bunkani pour amener les antagonistes à cesser toute belligérance. Reportage signé Ben Touré et Maïsako. La réconciliation, plus que jamais, une priorité pour tous. Le président de la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, a animé une conférence de presse à Bouaké. Au menu de cette rencontre avec les associations des victimes de guerre, la procédure d'indemnisation et la question des victimes absentes sur la liste. Reportage Soro Corona, commentaire Kwadjo Kwame. Lenteur dans la consolidation de la liste définitive des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire et non prise en compte de plusieurs autres victimes. Tels sont les griefs des victimes de guerre. Pour lever ces équivoques et surtout éclairer la lanterne des populations, le président de la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, a prononcé une conférence. Monseigneur Simeon Awanagro a d'entrée de jeu souligné que les indemnisations ne sont pas des remboursements, mais plutôt des réparations. Le président de la CONARIV a donc invité les victimes à la patience. Collectif de victimes, association de victimes, patientées, le rapport est déposé. On est en train de travailler à ce rapport en lien avec le Premier ministre. Pendant plus de 2 heures d'horloge, Monseigneur Simeon Awanagro a expliqué la démarche de son institution dans le cadre de la consolidation de la paix. L'archevêque métropolitain a exhorté tous les Ivoiriens au pardon pour une Côte d'Ivoire de paix. Le défi essentiel qui se présente à notre pays, comment faire en sorte qu'ensemble, nous puissions nous pardonner et surmonter nos difficultés. Est-ce que cette réparation, cette indemnisation des victimes, est-ce que ça va permettre aux Ivoiriens de rebondir, de se pardonner? Une démarche saluée par les responsables des associations des victimes de guerre. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes a clôturé l'opération de recensement des victimes le 10 décembre 2015.
Au Bénin, le nouveau président Patrice Talon n'a pas perdu de temps. Quelques heures après son investiture, il a fait connaître la liste de son premier gouvernement, une équipe de 21 ministres, dont 3 femmes, sans premier ministre. Et les ministres ne vont pas perdre aussi le temps. Ils devront prendre service avant 18 h ce jeudi 7 avril. Dans l'actualité sportive, les éléphantes jouent contre les pharaons d'Égypte ce jeudi, un match qui s'inscrit dans le cadre du deuxième tour aller des phases éliminatoires de la CAN 2016. Le deuxième tour qui va se disputer du 8 au 22 octobre au Cameroun. Clémentine Touré et ses filles sont sur place au Caire. Médaillées de bronze de la dernière CAN et des Jeux africains, les éléphantes visent un autre ticket qui leur permettra de discuter la compétition continentale pour la 3e fois consécutive. Et c'est la fin de ce 13 h supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité.